Le président gambien Adama Barrow a officiellement lancé le National People Party, le Parti national des peuples, le 30 janvier dernier. Objectif, se préparer pour la présidentielle de décembre 2021. Le président affirme que son parti, créé depuis décembre 2019, est celui de toutes les catégories et qu'il est fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Même si Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis janvier 2017, n'a pas évoqué directement sa candidature à la présidentielle, celle-ci ne ferait aucun doute dans son pays. Rappelons qu'en décembre 2016, il avait remporté la présidentielle et mis fin au régime de l'ancien président Yahya Jammeh, alors forcé à l'exil. Le tout nouveau président gambien avait pris à l'époque l'engagement de céder la place au bout de 3 ans et d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne se présenterait pas. Une promesse que Adama Barrow n'a pas tenue. Ce manquement à son engagement initial avait alors provoqué en décembre 2019 et en janvier 2020 des manifestations marquées par des affrontements, voire des décès, d'après des responsables d'hôpitaux. Les signataires de l'accord de paix d'Alger veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application jusque-là faible. La dernière rencontre de septembre 2019, une rencontre du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, CSA prévu à Kidal, cette ville malienne toujours aux mains des ex-rebelles, avait été annulée au dernier moment, ce qui a fortement déplu aux hommes forts de la ville. Cette fois-ci, les principaux membres du CSA, les groupes armés et la partie gouvernementale ont donné leur accord. Les autorités civiles et militaires de la transition ne le cachent pas. Elles veulent désormais avoir des relations décomplexées avec les groupes armés impliqués dans le processus de paix. Le CSA regroupe, outre les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, la partie gouvernementale, mais également des représentants de pays voisins du Mali, ainsi que ceux des pays européens comme la France et les États-Unis, ou encore le représentant de la mission de l'ONU au Mali. Sur place, parmi les sujets qui seront abordés figure celui du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, l'embryon de la future armée malienne. Les unités du MOC sont composées de militaires, de l'armée régulière et d'ex-rebelles proches ou non du gouvernement. Certains sont déjà à Kidal. Ils sont stationnés dans un camp militaire alors que la ville est toujours sous le contrôle de l'ex-rébellion. La scène se déroulait à une dizaine de kilomètres de Gaoua, chef-lieu de la région. Dimanche, aux environs de 19h, des braqueurs armés ont attaqué le site d'orpaillage de Djikando, situé près de Gaoua, pour dépouiller les acheteurs d'or, a déclaré à l'AFP un officier de police sous le couvert de l'anonymat. Ils ont ouvert le feu, tirant des coups de feu en l'air avant de viser directement des orpailleurs. De violents heurts ont également eu lieu après le braquage des populations ayant incendié les installations des orpailleurs qu'ils accusent d'avoir occasionné la mort de certains exploitants. Au total, 8 personnes ont été tuées, dont un élève de 15 ans, a expliqué la même source. Nous avons enregistré au total 29 blessés. Les lésions étaient principalement causées par des armes à feu et des machettes, a déclaré le directeur des services médico-techniques du centre hospitalier de Gaoua, Dr Florent Roch Banazaro. Confirmant le bilan provisoire de 8 morts, le procureur du tribunal de grande instance de Gaoua, Cheikh Alpha Aboubakar, Compaoré, a précisé que certains ont été tués par balle et d'autres par des coups de machette. L'or est devenu, en une douzaine d'années, un secteur économique stratégique pour le Burkina Faso, pays de 20 millions d'habitants enclavé en Afrique de l'Ouest, dont le principal produit d'exportation était auparavant le coton. Évoquant craindre des troubles à l'ordre public, le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration a interdit les manifestations. Les organisateurs, parmi lesquels plusieurs associations de la société civile et le parti d'opposition, n'entendent pas céder. Les transformateurs ont fait savoir à l'AFP qu'ils maintenaient les marches pacifiques du 4, 5, 6 et 7 février. Si l'inquiétude de Déni et de son gouvernement, c'est le trouble à l'ordre public, nous leur rappelons
qu'il s'agit de marches et d'actions pacifiques et que leur devoir à eux est d'assurer la sécurité de tous les citoyens sur tout le territoire national et de garantir le droit à la marche pacifique, un droit constitutionnel, a déclaré Sucé Masra, dirigeant des transformateurs et l'un des initiateurs de la marche. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril au Tchad et les élections législatives ont été fixées l'été dernier au 24 octobre 2021 après avoir été maintes fois repoussées. Cette arrivée de la cargaison va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. La télévision publique a montré le président Ramaphosa à l'aéroport international réceptionnant sous une pluie battante 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford, produit en Inde, tout juste sorti des soutes d'un avion. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Les injections à environ 1 200 000 membres du personnel de santé commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. L'arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied économique et sociale de notre pays et plus important pour la santé de notre peuple, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Avec au moins 1 450 000 infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan en termes de nombre de cas et de décès sur le continent. L'épidémie dans le pays le plus industrialisé a été accélérée par un nouveau variant suspecté d'être plus contagieux. Le poste de Boni entre Douentza et Ombori dans la région de Mopti a été attaqué vers 6 h heure locale et GMT par des individus lourdement armés à bord de véhicules blindés, a dit un de ses responsables. Il a fait état sous le couvert de l'anonymat d'un bilan provisoire de plusieurs morts et blessés dans les rangs de l'armée. S'il est avéré, le recours à du matériel blindé par les djihadistes dans ce genre d'attaque est extrêmement rare. Le camp a subi des dégâts importants et les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, a-t-il dit. Un responsable au ministère de la Sécurité a confirmé la mort de plusieurs soldats dans l'attaque. L'armée malienne a dit sur les réseaux sociaux avoir reçu l'appui aérien de Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel. Un responsable militaire malien a indiqué que les djihadistes avaient subi de pertes importantes, sans plus de précision. Le secteur a été le théâtre dernièrement d'intenses opérations, comme l'opération baptisée Eclipse et conjointe aux armées maliennes et françaises contre les djihadistes. Candidat unique et doyen de l'Assemblée nationale à 79 ans, Mbosso Nkodia Pouanga a été élu président du Parlement avec 389 voix. Il s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre après avoir quitté Kabila et son Front commun pour le Congo comme une bonne partie de la classe politique. Avec cette élection, Félix Tshisekedi poursuit sa marche vers un contrôle de tous les leviers du pouvoir pour appliquer sa politique de réforme soutenue par les États-Unis et l'Union européenne dans ce pays dont la région Est est en proie aux violences liées à la présence de dizaines de groupes armés. À l'issue du vote de ce mercredi, un bureau collégial pro Tshisekedi composé de 7 membres, dont 2 femmes, a remplacé l'ancien à l'Assemblée nationale, où l'Union sacrée de la nation, nouvelle plateforme politique voulue par Tshisekedi, revendique désormais 399 sur 500 députés. Toutes les autres candidatures à différents postes non parrainés par cette Union sacrée de la nation avaient été invalidées. La mise en place du nouveau bureau prouve que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays et nous allons vaincre ensemble les vicissitudes et les poches d'insécurité dans l'Est du pays, a déclaré le président élu à la clôture de la session parlementaire. La prochaine session de l'Assemblée du Sénat est prévue pour le 15 mars prochain. Une double offensive judiciaire et politique contre Alexis Tamboué Mwamba, président du Sénat et proche de l'ancien président Joseph Kabila. Lundi, le procureur de la Cour de cassation a sollicité le bureau du Sénat pour qu'il autorise l'instruction à charge contre lui pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense selon une lettre dont une copie est parvenue à l'agence France Presse. Le présumé détournement concerne 2 millions d'euros et 1 million de dollars que le président du Sénat Alexis Tamboué Mwamba s'est fait remettre à sa résidence le 6 janvier, affirme le procureur Victor Mwamba dans cette lettre adressée aux membres du bureau du Sénat. Dans sa réponse à la requête du parquet,
le bureau du Sénat a confirmé que Alexis Tambwe avait accepté de loger ses fonds provisoirement à son domicile à cause d'une forte effervescence ce jour-là dans les locaux de l'Assemblée nationale qui juste ceux du Sénat. Le lendemain, le trésorier a récupéré les fonds pour les acheminer à la trésorerie du Sénat, précise-t-on dans cette correspondance signée par Tibasima Ngebou d'Ateni, deuxième vice-président du bureau de la Chambre haute du Parlement. En conséquence, le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée, les faits décrits ne s'analysant pas en infraction telle que vantée. Pendant la période des vacances parlementaires, le bureau du Sénat est habilité à autoriser ou à s'opposer à des poursuites contre un sénateur. Cette requête contre Tambwe, dernier partisan de l'ancien président Joseph Kabila, encore à la tête d'une institution, intervient quelques jours après la chute du premier ministre pro-Kabila Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue d'un vote contre son gouvernement à l'Assemblée nationale. Il était alors un haut responsable du Front révolutionnaire uni, une milice armée sierra-léonaise dirigée par le caporal Fodé Sanko, proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président Charles Taylor. Âgé de 50 ans, l'accusé, qui vit en Finlande depuis 2008, nie toute implication. Sera procès contre un acteur d'une des pires guerres du continent africain qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés entre 1989 et 2003, va être l'objet d'une première historique. Mi-février, la Cour se déplacera pour au moins 2 mois au Libéria et en Sierra Leone pour entendre quelques 80 témoins et visiter les lieux de crime dont Jibril Massakwa est accusé. Ex-porte-parole du RUF, il comparaît pour une litanie d'accusations de crimes, viols et d'actes de torture commis en personne ou par ses soldats selon le dossier d'accusation de près de 4000 pages compilé par la justice finlandaise. Au moins 7 femmes ont été violées et tuées dans le village de Kamataoun, proche de la frontière sierra-léonaise, dans le nord du Libéria, où des témoins l'accusent d'avoir ordonné d'enfermer des civils, dont des enfants, dans 2 bâtiments avant de les réduire en cendres. Dans la même localité, il se rapporte que des cadavres d'autres habitants ont été découpés en morceaux et transformés en nourriture que Massakwa a également mangé, selon le dossier des procureurs. Jadis professeur, l'accusé avait été autorisé à s'installer en Finlande après avoir donné des preuves en 2003 à la Cour spéciale pour la Sierra Leone mise en place par l'ONU. Il avait alors reçu une immunité pour les actes commis dans son pays, mais pas au Libéria. L'ex-président Charles Taylor purge une peine de prison depuis 2012, mais pour les crimes commis en Sierra Leone, pas dans son pays où aucun tribunal pour crimes de guerre n'a été institué.